Nous sommes forêt. 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 Ce podcast donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Engagée depuis plus de 30 ans sur les questions de nature et d'environnement, la journaliste et réalisatrice Pascale Derme est aussi une spécialiste de la santé verte, c'est-à-dire des effets bénéfiques sur notre santé physique et psychique du contact avec les arbres et la forêt. On va aller par là-bas. Tu veux prendre le pouls un petit peu ? Ah ben je te suis là. Tu me suis. Oui. T'as déjà ouvert le micro. Oui, mais ça c'est juste histoire d'avoir des moments spontanés. Bon. Il y a des petites fleurs partout. Tu vois, on peut aussi très très bien quitter les voies Les et allées. prendre les petits, quitter les allées et prendre les petits oui. sentiers. On va le faire d'ailleurs. Oui, oui. Oh, moi c'est ma gourmandise. Alors Pascal, où sommes-nous ? Peux-tu nous dire quelle est donc cette forêt totalement surprenante qui nous accueille ? Alors nous sommes dans le parc de Saint-Cloud. Ça porte le nom de parc, mais en réalité 446 hectares, des zones entières sauvages laissées sur place avec les arbres morts au pied. C'est une forêt. Des charmes, des hêtres, des marronniers, des petits chemins. Tiens, si on prenait le petit chemin. Le petit chemin. D'accord. Donc c'est le parc de Saint-Cloud qui Qui est aux portes de Paris. Hein. est au port de Paris, qui est entre Saint-Cloud et Sèvres, pas très loin de là où j'habite quand je suis à Paris. Comment tu l'as découvert ce parc, hein ? Tu y viens enfant ou tu l'as découvert à un moment donné parce que avec l'appel de la nature, ça t'a réconcilié ou ça t'a refait découvrir ce lieu ? Alors je le fréquentais pas du tout quand j'étais plus jeune, puisque j'habitais pas à Paris. Et je l'ai découvert quand, avide de nature, par la vie parisienne stressée, retournée dans tous les sens, j'avais besoin de lieux de quiétude. Et là, tu vois, on arrive, on se dit qu'il y a peut-être même eu une cérémonie avec des troncs en cercle, une cabane, une hutte presque amérindienne, au pied d'un hêtre. Avec autour de nous tout ce monde invisible d'écureuils, d'hérissons, de chevreuils, eh bien on est nulle part ailleurs que dans la nature. C'est ça, et vrai qu'on a une sensation de forêt avec comme ça les grands arbres, les petits arbres, des arbrisseaux qui ont quelques années, quoi, à peine, 3 ans, 4 ans. Ouais. Et, Il y a des petites pousses partout. Donc ça m'émeut beaucoup en ce moment aussi, cette forêt qui est printanière avec des petites plantes. Bon, il y a beaucoup de lierre, mais il y a plein de feuilles, des brindilles, des petites feuilles tendres. Pour moi, ça vibre. Ce vert, s'il y avait une sensation, ça vibre. T'as entendu un pic ? oui, il y a quelques oiseaux, ouais. Et j'aime à la fois les petits sentiers comme ça tortueux, où on fait corps avec les noisetiers, les petits arbustes, et les grandes allées aussi, où je t'emmènerai tout à l'heure, où on a cette perspective, cette clarté, ces jeux d'ombre entre les feuillages. Et moi, toute petite, j'aimais les arbres, je grimpais aux arbres. Et je me suis remémoré ça très tard. J'adorais grimper, je passais des heures de contemplation dans un pommier. Et le temps s'écoulait, les journées entières s'écoulaient. Et donc je retrouve ici, je ne peux pas grimper, quoique, mais je suis au ras du sol avec tous ces arbres. Regarde, il y a des troncs partout. Et c'est une forêt qui est laissée en l'état. Tu renoues un peu avec cette atmosphère, quoi. Je renoue avec ces forêts dont je viens. Au Luxembourg, il y a des banques et des forêts. Moi, j'ai pris le parti des forêts. Ouais.
a fait 1000 choses ici, les œufs de Pâques, des moments familiaux de joie. C'est beaucoup de joie cette forêt et aussi de consolation. Tu disais en effet que en fait, ça s'appelle parc, mais c'est une forêt, c'est même, on pourrait appeler ça une forêt urbaine en quelque sorte. Oui, c'est une forêt urbaine, elle en a toutes les caractéristiques, c'est-à-dire des arbres anciens, des éléments vivants, des très beaux spécimens, hein. Il y a même des arbres remarquables et une biodiversité incroyable. Des écureuils, des chevreuils, des hérissons, des pics, des oiseaux, des renards, donc c'est bien plus qu'un parc, et moi j'ai renoué avec ce lieu pour pouvoir aussi apporter et reproduire avec ma famille ce que j'ai connu, ce que j'ai eu la chance de connaître enfant, c'est-à-dire des grandes balades familiales et dans le dimanche et des moments d'échange et de partage, parce que la forêt c'est un lieu, on a beaucoup d'utilité, beaucoup de rapports avec la forêt possibles. Des liens de santé, des liens sacrés, mais il y a aussi le lien social. Et la forêt est un lieu où les familles se reconstituent, les amis parlent, où la parole s'échange, où quand on emmène des managers ou des groupes, les projets se nouent différemment. C'est très intéressant d'étudier les bénéfices de la forêt sur la santé au plan individuel, mais maintenant ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est de voir à quel point il y a une santé sociale aussi dans ces forêts. Et d'ailleurs, au Canada, à Vancouver, parce que cette forêt me fait d'une certaine partie, je ne sais pas pourquoi, me fait penser au parc de Vancouver, au Stanley Park à Vancouver, qui s'appelle aussi parc, mais qui est une forêt urbaine. Et qui fait 440, qui a un statut reconnu de forêt urbaine, avec des totems. Alors là-bas, ils ont aussi toute une dimension sacrée, ouvertement avec des totems amérindiens. Et donc, Cecil Konenjik, un chercheur de l'université britannique des forêts, du département des forêts, étudie comme ça les différents volets d'une forêt. Là, on entend un gros avion. Et les différents volets, donc récréationnels, social, etc., et santé d'une forêt qui peuvent coexister dans un même lieu. Oui, tu disais, je le rappelle, hein, tu es journaliste scientifique, journaliste spécialisée sur la nature et depuis quelques années maintenant également réalisatrice de documentaires, notamment Natura, il y a aussi Aqua sur la santé bleue, et Natura par rapport, c'est ta spécialité sur les bienfaits de l'expérience de nature. Et donc ce qui fait que tu passes en revue comme ça les différents compartiments, pourrait-on dire, ou les différentes études et donc les chercheurs qui se sont questionnés par rapport à ça et qui nous ramènent des vraies pépites, des vrais cadeaux de ce que la nature, c'est pas simplement ce que la nature nous donne, mais en fait de ce dont on commence à reprendre conscience en quelque sorte. Oui. Et en quoi l'expérience de nature en forêt, et qu'est-ce qu'elle a de particulier, qu'est-ce qu'elle a de remarquable? Alors moi j'étudie les relations que nous avons avec la nature, d'où cette expression d'expérience. Parce que ça n'est pas une juxtaposition entre nous et les éléments. Souvent dans l'écologie ou dans le journalisme environnemental, on étudie une molécule, une particule, une forêt, etc. Or moi, c'est la notion d'expérience dans la nature qui m'intéresse, c'est-à-dire nos relations avec le monde vivant. Et après 30 ans d'écologie, je pense que nous avons à recréer une reconnexion et des nouveaux liens avec ces éléments, la forêt, l'eau et les animaux, et les sons par une approche sensuelle et immersive et non pas par une approche mentale, comme nous l'avons fait trop longtemps. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée sur cette recherche, parce que aussi j'ai observé que des personnes qui sont dans la forêt, elles sont, ou qui vont dans la forêt, qui vivent dans la forêt, comme j'ai pu aussi en rencontrer, elles étaient joyeuses, créatives, très créatives surtout, ça m'avait marqué, épanouies, et je me demandais pourquoi les gens qui vivent au plus près de la nature ont cette santé globale. Et donc j'ai dû chercher des explications, et ça a duré 10 ans avant que je les trouve. Parce qu'on me disait, oui, tes petits oiseaux, évidemment que la nature nous fait du bien, mais beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt de redécouvrir
à quel point nous sommes nature, nous sommes forêt. Pourquoi redécouvrir ? Pourquoi ? Parce que nous sommes totalement déconnectés de cette forêt en réalité. Là, nous sommes en immersion dans cette forêt, mais il y a énormément de jeunes, mais de moins jeunes, qui ne prennent plus le temps d'aller dans la forêt, ou pire, qui les détruisent, qui les dégradent, parce qu'il n'y a plus de lien émotionnel avec ces éléments. Or, si nous n'avons pas de fréquentation de la forêt, nous nous en éloignons émotionnellement avec le cœur, et quand il y a... Après, c'est très facile à détruire. Il n'y a plus d'attachement. Voilà. Or, fréquenter la nature provoque un attachement et donc une responsabilisation. C'est aussi ce que disent beaucoup d'enquêtes, je trouve intéressant d'ailleurs, que c'est en fréquentant la nature que nous lui attribuons une valeur, que nous voyons en fait les bénéfices et que nous voyons tout le bien que ça nous fait. Plus on la fréquente en quelque sorte, plus on la rencontre, plus on monte en conscience et sur les bienfaits de la côtoyer, plus on en fait l'expérience et plus du coup ça s'impose à nous et ça nous monte à l'écran, quoi. Ça nous monte dans la tête, quoi. Il y a une responsabilisation, il y a un amour en fait. Il y a un truc qui s'installe, quoi. Il y a un amour, il y a une prise de conscience. Voilà, non, ces arbres-là, je ne veux pas qu'ils disparaissent. Je te raconterai l'anecdote après plus tard. Mais donc ces études, je les ai parcourues pendant 10 ans, jusqu'à être obligée d'aller à Stanford ou être obligée d'aller dans des lieux Harvard pour pouvoir sortir ça et dire... Prestigieux d'un point de vue académique. Obligé et prestigieux dans les universités, dans les laboratoires. Parce que j'étais obligée de revenir et de dire, tu vois, regarde, tu trouvais que le sujet de la nature, et de la forêt et de la santé n'était pas intéressant. C'était un peu cuit les petits oiseaux. C'était cuit, oui, t'es bien gentil, voilà, mais regarde. Pourquoi ils étudient ça à Stanford ? Ils étudient ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était déconnectés et que dans le même moment, toutes les maladies de civilisation, donc là je lâche un gros mot, mais dans le même moment, la déconnexion avec la nature pour nous, notre génération, est corrélée totalement à l'arrivée des maladies de civilisation. Ah oui. Donc dans le même temps, par exemple au Canada, dans le même temps, les gens ont cessé de fréquenter les grands parcs naturels et dans le même temps, les maladies de civilisation, c'est-à-dire les maladies liées au mode de vie, diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, état anxieux, hyperactivité des enfants, ces maladies de civilisation liées au mode de vie, qui sont aussi en campagne, c'est pas lié au fait qu'on habite dans la nature, mais c'est justement lié à nos relations ou à nos manques de relations avec la nature. Eh bien, toutes ces maladies-là augmentent. Donc il y a une corrélation précise entre le fait de ne plus fréquenter, de ne plus faire l'expérience de la nature et d'être victime de ces maladies chroniques qui sont devenues la première cause de mortalité dans le monde. C'est en progressant que je me suis rendu compte que je ne savais rien sur ce sujet-là. C'est-à-dire que j'ai constaté l'ampleur, effectivement, ampleur toute proportionnelle, parce que finalement, c'est un sujet qui est en train de connaître un essor important. Mais dans les années 90, il y avait très peu d'études sur ce sujet. Oui, ça s'est accéléré depuis la seconde moitié des années 2000, en gros. On est passé de 35 études à... On est passé de 3 études en 90 à 350 en 2015, et maintenant, il y en a 2500. Donc ça montre que les scientifiques n'arrêtent pas, ils ne relâchent pas les efforts, et ceux que j'ai rencontrés sortent même de leur réserve d'ingénieurs forestiers ils travaillent en interdisciplinarité, bien sûr, comme les forêts, ça c'est bien, ils ne sont pas en silo. Donc tu as des experts de qualité du milieu, tu as des géologues, tu as des géographes, il y a des ingénieurs forestiers, et tous ces gens-là sortent de leur réserve. Parce qu'ils constatent que notre déconnexion à la nature nous rend malades. Voilà, je ne peux pas le dire plus simplement. Et donc j'ai découvert cette ampleur-là. Et puis bien sûr, il y a des pépites, il y a des études qui m'ont un peu marquée, comme celle de Stanford. Voilà, laquelle par exemple, ou l'une d'entre elles ? Celle de Stanford. Alors les Japonais d'abord, parce que moi je suis arrivée à ce domaine des études de la forêt et de la santé par la poésie d'une certaine façon. N'étant pas scientifique, mais le mot bain de forêt m'a appelée sur un plan poétique. Ensuite, j'ai compris qu'il pouvait être aussi politique. Mais bains de forêt, pour moi, je voyais, tu vois, des personnes qui se baignaient dans des cascades ou dans des vasques en pleine forêt. Ça me chatouillait les esprits. Et quand j'ai découvert que c'était une marche lente, très sacralisée dans la forêt, menée au Japon, donc Shinrin-yoku, et que cette marche avait des bénéfices sur la santé, et que c'était même pour ça qu'on avait œuvré avec des scientifiques au Japon pour étudier ces bénéfices pour la première fois au monde dans les années 90,
et qu'on avait ensuite créé 63 sites pour protéger les forêts, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'avoir commencé par se dire tiens, il y a une déconnexion avec le shintoïsme de la population trop brutale, les gens tombent malades, se suicident à l'appel au Japon, on va demander aux scientifiques de réétudier les liens avec la nature, ce qu'ils font, et ensuite ils trouvent ces bénéfices de gestion du stress, des bénéfices physiologiques très précis sur le cortisol, sur le pouls, sur le cœur, in situ, et ensuite ça les conduit à alerter les médecins et à créer 60 sites accompagnés par les docteurs, prescrire des moments de forêt par les docteurs et non pas des médicaments chimiques en permanence, faire de la prévention aussi en forêt en demandant pour des gens qui ont des maladies cardiovasculaires ou de l'asthme, les forêts sont royales pour ça, ou du stress toujours, ou de l'anxiété, d'aller marcher en forêt. Donc là-bas, comme c'est au Japon, ils ont une codification du rapport avec la nature très particulière qui n'est pas la nôtre, mais ces liens avec la nature sont différents en termes d'installation, d'aménagement. Ils ont fait des cabanes parce que si on y passe 3 jours et 2 nuits, là des études vont plus loin que le stress et par c'est rapport à l'immunité. Le système immunitaire. Voilà, et donc ça c'est Kingley, un autre scientifique, et là on est sur l'immunité, de la prévention donc, parce que la nature elle agit parce qu'elle nous... Voilà, on peut respirer, donc peut on est boire. dans un séjour qui est à la fois ambulatoire et en immersion, quoi. Oui, on est ambulatoire mais sans canne. C'est ça. Mais je voudrais juste peut-être qu'on insiste encore quelques instants sur la dimension neurobiologique en quelque sorte au niveau de ce qui se passe. Lorsqu'on préparait cet entretien ensemble, tu m'as évoqué quelque chose que la plupart d'entre nous ignorons et qui est absolument merveilleux. Enfin, ça fait vraiment, c'est l'effet waouh. C'est l'histoire de l'insula. Si tu peux nous parler de l'insula ou des autres peut-être neurotransmetteurs, hormones du bonheur qui sécrètent avec la forêt. Donc je peux t'en parler. Après les bains de forêt, je voulais te parler de santé mentale. Et on va arriver aux neurosciences juste après. Mais il y a d'abord des chercheurs qui se sont rendus compte que, hormis les aspects physiques, il y avait un aspect mental. C'est-à-dire que voir tout ce vert, entendre les sons, être avec les oiseaux, marcher dans la nature, éteint la zone des pensées ruminatoires. Ça, c'est Stanford. Quand je te disais que j'avais été voir des Stanford. De ces études clés-là. Donc, ils se sont rendus compte qu'avec des IRM fonctionnels, avant, après, la zone des pensées ruminatoires s'éteint. En fait, quand tu marches 90 minutes, c'est pas la pilule verte non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont en pré-dépression, les pensées ruminatoires, c'est celles où tu dis « oh, j'aurais jamais dû faire ça, j'étais nulle » ou « ça, j'y arriverai jamais », enfin tout ce qui empêche d'être au temps présent. Or, la forêt, c'est le temps présent. Si tu déploies tes sens dans la forêt, tu es au présent. C'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on fait des bains de forêt, on est tellement attachés au sens, parce que c'est la seule façon d'arrêter la roulette russe dans ta tête et d'être au présent en touchant une écorce, en humant, tu vois, en même temps que je te parle, je le fais pour bien me remettre au présent et pas être à Stanford. Mais bon, on est au présent, on est dans cette nature-là. Et donc ça, ces pensées ruminatoires, j'aurais pas dû ou j'y arriverai pas, la zone s'éteigne, ça a été prouvé par les neurosciences. Donc ça, c'est Stanford 2015. Et là, juste pour préciser, donc on est vraiment... Et en immersion dans cette forêt du parc de Saint-Cloud, ici. On ne croirait pas qu'on est à côté de Paris. Ah oui, ça c'est sûr. Et on est sous un dôme végétal, un dôme vert extrêmement dense, extrêmement beau, mais extrêmement vert. C'est vraiment vert foncé plus que vert clair. Et on a à côté de nous des géants là, qui font 20 mètres, 30 mètres de haut, qui s'élancent et qui nous fabriquent comme ça un dôme de verdure autour de nous et qui font qu'on est avalé en quelque sorte par la forêt. Et ça crée un sentiment de quiétude, une perception de quiétude qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, là, on est en train de franchir, tu t'en rends compte, une série de seuils. On a eu ce premier seuil quand on a quitté le chemin, on en a un autre et on en a d'autres. Donc là, on va rentrer, on devrait d'ailleurs se taire, mais on va continuer un peu à parler. Tu me racontes la suite de la santé mentale. Donc une fois qu'ils se sont rendus compte de façon empirique qu'à la fois sur les questionnaires, les émotions positives étaient boostées, l'optimisme, la confiance en soi, la confiance en la vie, les émotions négatives, tristesse, anxiété plongeaient. Oui, et là, qu'en ce que plus, tu nous racontes, c'est des études de psychologie qui ont lieu. Il y a les trois. D'accord. Ils ont joué sur les paramètres physiologiques, donc prise de cortisol, pouls, etc., sur des questionnaires qui s'appellent POMS, qui visent à analyser les humeurs. Donc ils ont vu que les humeurs négatives de tristesse, d'anxiété, de dépression baissaient, avec les humeurs positives de confiance, d'optimisme, de plaisir à vivre en fait,
était stimulée par la forêt et ces fameuses IRM qui ont montré que cette zone s'éteignait. Et ça n'a, comme ils ont fait une vraie étude randomisée, comparative, comme on dit, ceux qui avaient été marcher dans les villes n'avaient pas eu cet effet. Ça veut dire que c'est pas le fait de marcher. C'est pas le fait de marcher, c'est pas l'effet seulement le mécanique fait de la marcher. marche, quoi. Voilà. C'est pas le fait de marcher. Et on retrouve cette comparaison en 2 mots sur le sport. C'est que quand les études comparent les gens qui font du sport dans la nature et des gens qui font du sport en salle, ça n'a rien à voir. L'effet physique du sport, la musculation, tous les trucs un peu musculaires, ça fonctionne aussi en salle évidemment, mais toute la partie mentale, le booster mental d'aller faire du sport en nature parce qu'on est stimulé, parce que le terrain est divers, parce qu'on est plus performant. Et il y a plein d'études qui montrent que ça marche en forêt, dans la nature, mais pas en salle. Donc on a une plus-value, un petit supplément d'âme dans la nature. C'est ça, c'est ce petit supplément d'âme, à la fois quand on marche ou quand on fait du sport, et on l'a pas dans les milieux synthétiques. Donc pour en revenir aux neurosciences, ensuite moi j'ai été à la santé verte et à l'insula et à l'amour, à la joie. C'est que moi j'étais là, on a une série d'obstacles. Ouais, on va les passer, ça va. Il fait pas nuit, il ne pleut pas. Ah, c'est drôle. Non, regarde, c'est très sportif. Donc on a découvert que le fait d'observer là, nous par exemple, c'est sans doute en train de nous arriver que quand on est dans la nature, quand on contemple la nature, on a une zone qui s'active. Alors il y a plusieurs effets. Il y a une zone qui est et ça c'est Roger Ulrich qui l'a écrit dans Science en 1984, qui est une zone qui s'allume, qui est proche d'une zone d'opioïdes qui sont reconnus pour leur effet antidouleur. Ce qui fait que dans son étude, il a pu montrer que des gens qui ont une chambre d'hôpital qui donne sur la forêt guérissent plus vite et avec moins d'antidouleurs que ceux dont les chambres donnent sur des murs. C'est la fameuse étude. Étude 84. C'est une étude très très forte et très incroyable parce que ça amène à la création, parce qu'on parlera des pratiques après, mais dans le concret, des jardins dans les hôpitaux, ça aide les gens à guérir, ça les soutient, la nature les aide, elle est leur allié. Elle est leur allié. Voilà, la nature est une alliée. C'est fou. Mais elle est relativement connue celle-là, mais après dans les applications c'est un peu plus lent. Alors que tous les grands hôpitaux du Moyen-Âge avaient leur jardin, etc. On a été trop loin dans le chimique. Et donc déjà les antidouleurs, c'est quelque chose d'hormonal, c'est-à-dire que c'est fou de réaliser que la forêt agit sur tes process les plus intimes, les plus profonds, et même sans que tu en sois complètement conscient. C'est-à-dire ça agit que tu le veuilles ou pas. Ça touche. La forêt, elle parle directement à tes hormones, à tes organes, à ton cœur, au sang. Tu vois, on est en synchronisation, on est en resynchronisation dans la nature. C'est pour ça qu'on parle d'homéostasie aussi, d'homéostasie naturelle. La forêt, elle régule le vent, elle régule la température, elle régule tout un tas de paramètres physico-chimiques, les ondes magnétiques aussi, mais elle régule aussi l'intérieur de notre corps. Donc il y a une fonction de retour à l'équilibre. Et donc suite à donc Roger Ulrich, Stanford, tous ces gens-là approchaient cette notion déjà de forêt intérieure finalement, de canopée intérieure, de comment nos forêts intérieures dans notre corps. Et ça c'est un défi intéressant aussi pour une journaliste comme moi de réaliser ce qui se passe qu'on ne voit pas finalement, mais qu'on peut ressentir. Donc qu'on ne peut pas filmer en fait, mais qu'on peut toucher par d'autres biais. Et en fait, un peu le pic pour moi, ça a été de réaliser que la vue de la forêt peut déclencher une molécule qui s'appelle la sérotonine, qui est une molécule du bonheur et du plaisir, et qui active une zone qui est liée à une zone qui s'appelle l'insula, qui est une zone qui s'active aussi quand on est amoureux ou quand on passe des moments de joie en famille. Donc comment est-ce qu'on peut résister à cet appel de la forêt quand on sait qu'elle nous rend amoureux, qu'elle nous rend tellement heureux que dans notre cerveau il y a des hormones de sérénité, parce que la sérotonine c'est pas la dopamine. On dit toujours le circuit de récompense, etc., la dopamine, mais la dopamine c'est l'excitation et la dépression juste après. La sérotonine, c'est l'intensité et la sérénité juste après. Ça, c'est Patrick Vivray qui dit ça. Et évidemment, il en conclut que préférer le couple intensité-sérénité au couple excitation-dépression,
est préférable. Or, la forêt, elle nous donne elle nous donne pas de la dopamine, elle nous challenge pas là, tu vois, on n'est pas dans l'excitation, on n'est pas dans. Mais en revanche, la sérotonine, c'est-à-dire le rééquilibre, le bonheur et une joie calme, oui. Ça, elle nous le donne. Oui, c'est cette expression avec le mot quiétude, par exemple, avec tous ces états-là qui vont être associés. L'état de calme aussi qu'on va sentir s'installer, mais qui est un calme avec un espèce de doux sourire. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont présentes. Ouais, le Mona Lisa. Ben voilà, c'est exactement ça. Et donc, quand on est dans cet état d'harmonie ou d'équilibre, les relations sociales sont plus harmonieuses et plus riches. Et en appui de ça, moi j'aime beaucoup. Et c'est là où on bascule sur le fait que donc, la forêt a aussi un impact positif sur notre santé sociale. Exactement. Cela. Et alors ça, j'aime beaucoup aussi parce que ça revient à la définition de l'OMS qu'on a dû dire 1000 fois, mais qui est que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais une santé physique, mentale, un bien-être physique, mental et social. Et donc cette santé sociale, eh bien la forêt nous le procure aussi. Et notamment là, il y a des études qui sont un petit peu pas assez connues à mon avis, qui montrent que dans les villes les plus vertes, il y a moins de crimes, il y a moins d'agressivité, et que les résidents dans les quartiers les plus verts, il y a 25% de dépression et d'état anxieux en moins, quand on a la chance d'avoir une nature à moins de 3 km de son habitation. Et d'y aller, parce que c'est pas le tout de la voir, mais d'y aller, de la fréquenter. Il y a 25% moins de dépression. Le fait d'avoir des espaces verts, des jardins, des parcs ou des forêts comme ça, d'autres études montrent que ça nourrit les relations sociales, que les gens ont plus de relations, qu'ils établissent ça en fonction du nombre des relations, ils connaissent davantage leurs voisins, parce que ça crée des... Il y a en effet, l'écosystème renforce l'écosystème en quelque sorte. Exactement, humain. L'écosystème naturel renforce. En fait, on a cette image de l'arbre à palabres. En Afrique où les gens se rejoignent pour parler, mais c'est tout à fait ça chez nous aussi, c'est-à-dire que dans les parcs et les jardins, les gens se parlent. Il y a les fêtes des enfants, on regarde les enfants jouer au football, on fait du jardinage qui est aussi très thérapeutique, qui est bon physiquement mais qui est bon mentalement. Maintenant, on le sait que c'est pas seulement physique. Et donc il y a tout ce petit enchevêtrement de tissu social qui se retisse. Grâce à la proximité des parcs et jardins dans les villes. Donc c'est très urgent de rappeler toutes ces études aux élus et aux urbanistes pour pouvoir leur dire aussi favoriser ces espaces et il y aura moins de crimes et moins d'agressivité et des relations sociales plus épanouies et plus fournies. C'est ça, oui, ça participe à un apaisement et un épanouissement des relations humaines et des relations sociales. Absolument. Et c'est le cas pour l'eau avec aussi. De la proximité, quoi. Avec de la proximité, alors évidemment pas n'importe quel arbre et pas n'importe où. Et culturellement, par exemple, on sait que les Italiens préfèrent les arbres fruitiers, que les Nordiques n'aiment pas parce qu'ils glissent sur les fruits et ils ont peur de tomber, que les Japonais, c'est des arbres un peu léchés. Un peu plus léchés à la japonaise, taillés, alors que les Anglais pas du tout, que c'est des... Oui, donc voilà, il faut respecter. La diversité culturelle absolument, aussi, quoi. Absolument, ça ne fonctionne pas, c'est pas une espèce de recette préfabriquée. Non, pas du tout. Il y a une biodiversité culturelle, comme il y a une biodiversité humaine, comme il y a une biodiversité végétale. Et c'est bien le diable si on ne comprend pas ça quand on est dans une forêt, alors qu'on est entouré de vers de terre, de libellules, d'oiseaux et de toute la variété des arbres aussi. Et puis l'invisible est parmi nous aussi, bien sûr. Oui, et c'est... Tu évoquais la question du voisinage, de l'impact que ça a. Je crois qu'il y a une anecdote ici à Paris où est-ce que c'était un de tes premiers combats conscients par rapport aux arbres ou ça a été plutôt une conséquence de tes prises de conscience ? Alors ça a été une révélation. Ce qui s'est arrivé, c'est qu'un jour je suis sortie de chez moi et j'ai vu un panneau annonçant qu'ils allaient abattre un mot horrible, 25 arbres. Dans ma tête, il y a eu non. De ta résidence ? De ma résidence. De là où tu résides, de là où tu habites. De là où je réside quand je ne suis pas en Bretagne. Ouais. Et là, dans ma tête, il y a eu non. Mais un non très calme, mais il y a eu non.
Donc et après, je me suis demandé comment faire, évidemment, pour empêcher. Et tout a été très vite. J'en ai parlé à 2-3 personnes. Ils m'ont dit fais-toi élire au conseil syndical. Je me suis fait élire, très fluide. Je me suis fait élire très facilement. J'ai monté un projet. Et après, j'ai été mettre la main des élus dans le caca, en fait. C'est-à-dire que je les ai tous emmenés dans le jardin. Il y avait déjà des croix sur tous les arbres. Et je leur ai dit, celui-là, pourquoi vous voulez l'abattre ? Ah, il y a des pigeons. Ok, ça, c'est pas un motif. Celui-là, pourquoi vous voulez l'abattre ? Ah, ça fait de l'ombre sur le bas. Non, ça, c'est pas un motif. Celui-là, pourquoi vous voulez l'abattre ? Ah, il risque de tomber sur le jardin d'enfants. Bon, ça, c'est un motif. Et etc. Au final, il n'en restait que 2 où il y avait des vrais motifs d'abattage. Je veux dire, légalement, j'avais fait tout un dossier et je leur disais, voilà, on n'a pas le droit, on a le droit, voilà. Et au final, ils ont même pas touché aux 2 qu'ils auraient eu l'autorisation d'abattre. Et après, c'était tellement pénible, je me suis retirée du conseil syndical. Mais en tout cas, ça a été très facile finalement. Et là, je me suis dit, quand je te dis que c'est une révélation, je me suis dit, en fait, tout est possible. C'est ce que je me suis dit, c'est peut-être enfantin, mais je me suis dit, quand on dit non, c'est non. Sur un plan sacré, là, il y avait quelque chose en moi qui n'autorisait pas cette chose. Et ça m'a donné une force, mais une force tranquille. Voilà, et c'est arrivé aussi pour des ondes. Ils avaient posé des stations de téléphone au-dessus du préfabriqué de l'école de ma fille. J'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis allée en mairie, je leur ai fait un dossier comme ça sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé, avec des rapports qui venaient d'être publiés au Parlement et au niveau européen. Et j'ai été voir le maire, il m'a dit c'est déjà signé. Et je lui ai dit regarde, vous lisez ça et ensuite on se rappelle. Ils n'ont jamais signé le protocole, les antennes n'ont jamais été installées. Donc ça m'a coûté quoi ? Quelques journées de travail pour faire des dossiers, effectivement, mais voilà. Donc mes arbres, maintenant, je chéris toute la journée, je chéris la possibilité qu'ils soient là, qu'ils soient grands, qu'ils soient beaux. Je les aime parce que je les ai sauvés d'une certaine façon. Je suis heureuse que tout le monde en profite. Et maintenant, je pense qu'il faut en prendre soin aussi. Donc la prochaine étape, c'est d'aller... Il m'est arrivé un hasard un peu incroyable... D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'est que j'avais lâché un peu le dossier étant appelée sur d'autres continents et à d'autres projets. Et donc, il y a 2 jours, j'ai vu une élue, je suis allée lui parler en lui disant ça serait bien de faire un élagage quand même de ces arbres, d'en prendre soin maintenant qu'ils sont là, de planter des plants de couvre-sol à leurs pieds. Par rapport aux arbres de la résidence. De la résidence que j'ai sauvée, 25 arbres. Il faudrait en prendre soin de ces arbres. Remettre des plants de couvre-sol, élaguer, il faudrait tailler les buissons, enfin... Et il se trouve que cette personne connaissait bien un cousin à moi qui habitait à Groix et qui a lui-même été venu planter 3 arbres dans mon jardin en Bretagne. Donc c'est drôle parce qu'on n'est pas très nombreux dans la famille et donc je pense on va à suivre. À suivre. Et alors là, on s'achemine petit à petit. On a devant nous la sortie de cet écrin de forêt qui nous a accueillis. On revoit un peu du bitume, de l'asphalte, des pavés qui nous tendent les bras. On devine des silhouettes de véhicules motorisés qui au loin là. On s'achemine au terme de l'entretien. Et quels sont les messages essentiels qui te semblent vraiment prépondérants à faire passer concernant les forêts, concernant la santé verte, concernant vraiment, vraiment les messages qui te paraissent essentiels aujourd'hui en matière de forêt ? Moi, les mots qui me viennent, c'est interdépendance. Ce tissage en fait d'interdépendance, pour moi, il a été révélé par tout ce chemin avec les arbres. L'autre enseignement, c'est la lenteur et l'immobilité. Parce que les leçons des arbres, elle est dans la verticalité et l'approfondissement, et finalement dans l'immobilité. Donc ça fait du bien aussi de se poser. En bain de forêt, on a 2 clés, la respiration et la lenteur, mais la lenteur très 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 extrême. Donc on peut faire cette expérience-là nous aussi. D'ailleurs, je te le ferai bien, je te le proposerai bien comme invitation. C'est ça, des rendez-vous qu'on va pouvoir faire comme ça va être super. Ou maintenant, ou juste après. Ouais. Mais en tout cas, quand je me souviens d'une anecdote dans une forêt japonaise où je montais à Miyajima dans une île sacrée, une forêt primaire, et tout à coup, je m'étais arrêtée. Mais j'ai vu que dans les centimètres carrés qu'il y avait en dessous de mes pieds, ça grouillait de vie.
Ça grouillait d'insectes, de libellules, de vers de terre, de fourmis. Je ne me serais jamais aperçue toute cette vie si j'avais continué à tracer. Et puis, il y a une autre, pour l'interdépendance, il y a une autre anecdote qui m'est chère, c'est que assez récemment, moi, je parle assez aux arbres, ou dans ma tête, j'aime bien ces moments où les intuitions me viennent. Et en Autriche, j'étais allée me reposer un petit peu, je marchais au milieu de pins noirs, et j'ai entendu cette image-voix me dire « Ah, tu es enfin revenu chez toi ». Et ça crée de l'émotion, ça. C'est un peu comme si tu en as quand même mis un peu de temps avant de revenir à la maison. Tu sais, comme un parent qui t'attend avec les bras sur les hanches, comme je fais. Mais c'était vraiment, t'as enfin pigé. T'as enfin compris, tu es enfin de retour à la maison. Il y avait le mot maison. Après, j'ai appris que ma grand-mère autrichienne avait vécu pas très loin, ce que je ne savais pas à Vienne, du côté polonais de ma mère, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait une grand-mère qui avait vécu à Vienne et qui était autrichienne, et peut-être elle était dans cette forêt, parce que je n'ai jamais vraiment connu. Mais voilà, il y a un rapport de proximité et d'intimité. Pourquoi est-ce que quand j'étais jeune, je passais des heures dans la forêt sans rien faire, dans un arbre ? Personne ne m'avait jamais appris ça. Donc il y avait quelque chose de très instinctif. Et on retrouve aussi dans une forêt, on retrouve ce sacré en soi aussi, de se relier à tout ce qui n'a aucune valeur marchande. Le silence, l'intuition, le corps. Et avec des êtres vivants, puisque c'est quand même aussi un des fondamentaux que nous, humains, on ne doit pas perdre de vue. Le reste du monde et du cosmos ne se pose pas la question. Mais le vivant dans le sol, ça grouille, les animaux qui circulent, ils interagissent avec des arbres, c'est le vivant interagit avec le vivant. Exactement. Et nous, les arbres, ce sont des êtres vivants. Et rien que cette évidence, il faut presque faire un effort pour le rappeler à chaque instant, ou dès que possible, ou dans n'importe quelle conversation. Ça, c'est quelque chose d'assez fou, quoi. Et, il y a encore autre chose que j'aime dans cette forêt, que je voulais te présenter comme une amie. Oui. C'est une amie, ça a été pour moi une consolatrice. J'y ai passé à toutes les saisons, en hiver, il faut l'imaginer dans la glace, avec la neige, tout blanc, les grandes allées où on va aller, parce que contrairement à ce que tu penses, la forêt ne s'arrête pas, elle continue. Hectares, c'est une grande avenue, il y en a d'autres pareil. Mais donc pour moi, je suis venue marcher quand j'ai eu des maladies, quand j'étais très anxieuse, quand j'ai eu des moments difficiles, je n'avais d'autre choix que de venir marcher. C'était ma consolatrice, ça a été une alliée thérapeutique pour moi. Et c'était la seule chose qui m'apaisait quand j'attendais des résultats ou quand j'avais peur de mourir, en fait. C'était de venir marcher dans cette forêt. Donc c'est une amie, cette forêt. Je te la présente comme une amie. Ça a été une alliée. On fait un pas vers la santé en allant vers la forêt. Exactement. C'est très bien résumé. Avant de tomber malade. C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, au moment où on parle, la science, les connaissances ancestrales et l'intuition et les connaissances sacrées justement sur la forêt se rejoignent. Elles se corroborent, elles se confirment. Moi, j'ai accompagné des groupes de managers faire des bains de forêt. Je les vois avant, après, ils n'ont pas la même tête. Ils sont plus épanouis, ils ont même créé des projets avec leurs collègues, ils se touchent, donc ça fonctionne. Donc arrêtons, même moi je te dis ça, passons ces informations, mais on peut se dire maintenant que ce qui est important, c'est les pratiques. Et les pratiques, elles existent aussi déjà. Alors, il y en a plus dans l'eau, les thérapies bleues, en santé bleue, parce qu'il y a plus de sport. Il y a de la voile pour guérir du burn-out, il y a la plongée thérapeutique contre le stress post-traumatique, il y a du handi-surf, ça joue sur l'inclusion, etc. Mais les médecins peuvent se saisir de tout ce qu'on peut faire dans la forêt aussi, sur l'obésité, sur l'hyperactivité des enfants, qui marche mieux que les médicaments. Ça a été évalué, ça aussi, sur les syndromes d'hyperactivité, sur simplement l'entretien et la gym. Donc les médecins peuvent se saisir de ce qui existe déjà pour prescrire des séances de verre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que le sport santé existe, mais il n'est pas assez développé et pas assez associé aux mots forêt, lac, rivière. Et moi, je pense que c'est source d'innovation aussi. Cette restructuration des territoires autour de la santé, d'une écologie de la santé,
d'une reliaison et d'une reconnexion avec la nature sous les auspices de la santé, mais pas comme un service qu'on va encore demander à la nature. Ça, c'est important pour moi de le dire. C'est pas un service qu'on va encore prendre dans la nature. C'est ce mot interdépendant, c'est quelque chose qui nous relie à la nature. Il se trouve que ça nous fait du bien. Donc, il faut la protéger. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va encore voler ou prendre ou exiger, tu vois. La santé dans la forêt, ce n'est pas quelque chose qu'on va exiger, c'est quelque chose qu'on va co-créer avec le vivant. Merci Pascal. Merci à toi de nous donner la parole et de nous faire partager, de nous relier entre nous aussi sur ces enjeux si fondamentaux. Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes Forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes Forêt.